Tanguay électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, les joueurs de tennis canadiens qui paraissent plus que bien au tournoi de Wimbledon. On vous parle également de la Transat Québec-Saint-Malo. C'était aussi le tournoi de golf des anciens Nordiques. On en a profité pour rencontrer certains d'entre eux. Tout d'abord, ça a été annoncé officiellement en conférence de presse. La Ville de Québec, d'ici 2020, sera dotée d'un nouvel anneau de glace couvert au grand bonheur des athlètes de patinage de vitesse. Cet anneau sera bâti ici même et relié au centre sportif de Sainte-Foy par une passerelle. Voici tous les détails dans ce reportage de Claudie Côté. Ce moment, le maire l'a attendu longtemps. Il vient de concrétiser sa plus vieille promesse électorale. Après presque une décennie d'attente, Québec aura son anneau de glace couvert. J'ai été élu là-dessus, c'est ça qui est important. Le projet de 68 millions de dollars est plus modeste que celui proposé initialement, qui avoisinait les 100 millions de dollars. Les 3 paliers de gouvernement contribueront à part égale. Ça donnera un centre en passant, avec 4 glaces. Pour ceux qui connaissent Sainte-Foy, la rouge, la bleue, les 2 qu'on aura dans le centre du 400 mètres, plus le 400 mètres. Ça va donner tout un complexe, là. Il comprendra un anneau de glace de dimension olympique et 2 patinoires et pourra accueillir jusqu'à 2000 personnes. L'édifice sera relié par une passerelle au centre sportif de Sainte-Foy, qui comprend déjà 2 patinoires. On veut que tout le monde puisse en bénéficier, pas seulement les athlètes. C'est pas un anneau simplement pour le sport de haut niveau, mais c'est un outil communautaire aussi pour la santé des individus, pour la pratique du sport, etc. Donc, c'est incroyable. On le voit qu'il y a énormément de potentiel multisport, multiniveau. Alors, le patineur du dimanche va côtoyer un athlète d'élite. Mais bien évidemment, les patineurs de vitesse jubilent. Ils n'auront plus à s'exiler à Calgary comme l'ont fait d'autres athlètes, dont Gaétan Boucher. Gaétan Boucher. Ça peut prolonger les carrières dans bien des cas. Ça nous permet d'étudier sur place au lieu de s'exiler. Moi, je passais 5 mois par année en Europe. Alors, du côté études, c'était pas évident. Mais c'est le sacrifice qu'on faisait. Et puis, je pense que maintenant, on peut prévenir ça, avoir des programmes scolaires qui font que les athlètes puissent continuer à s'entraîner ici. Gaétan Boucher, Qu'est-ce que ça signifie pour les athlètes de la région et pour le sport? Ça change tout. Concrètement, on passe 2 mois et demi en camp d'entraînement, 2 mois par année à Calgary, toutes les années, surtout dans les sessions d'école. Je pense à Alex ici qui est en dentisterie, qui a 6 cours à l'université, c'est pas facile. Il y aurait plus de monde qui ferait du patin aujourd'hui au Québec s'il y avait un anneau couvert. Le nouveau complexe sportif devrait être livré au plus tard en 2020 et tout indique qu'il portera le nom de Gaétan Boucher. Dans les derniers jours, au club de golf Florette avait lieu le tournoi des anciens Nordiques. C'est toujours une bonne occasion de discuter avec plusieurs d'entre eux. On a parlé avec M. Michel Goulet, qui jusqu'à tout récemment était impliqué avec les Flames de Calgary. Et aussi, on a pris quelques secondes avec André Savard, qui sera, selon les rumeurs, prochainement honoré par les Remparts de Québec. Membre du Temple de la renommée et auteur de plus de 500 buts dans la Ligue nationale, Michel Goulet n'a quand même pas échappé à la série de congédiements chez les Flames de Calgary. Déçu, mais pas surpris. On a eu comme 4 directeurs généraux en 5 ans. Alors, je pense que tu sais comme moi que lorsque le directeur gérant change, tout change en dessous. Alors, je pense que je voyais ça s'en venir un peu. Avec plus de 20 ans d'expérience à titre de dépisteur, Goulet croit se trouver un nouvel emploi prochainement. Je parle avec une coupe d'équipe, alors je pense que j'espère de trouver quelque chose dans les prochaines semaines. Clin d'œil au processus d'expansion, Michel Goulet croit que l'ajout de Québec aurait pu lui ouvrir une porte rapidement. C'est un peu décevant ce qui s'est passé pour les amateurs de Québec et tout ça, mais je pense qu'il faut rester quand même positif qu'à un moment donné, on va avoir un club ici à Québec.
Ancien nordique et aussi dépisteur dans la Ligue nationale, André Savard, qui œuvre pour les Devils du New Jersey, croit que son patron Ray Shero a fait un bon coup en faisant l'acquisition de Taylor Hall des Oilers Edmonton en retour du défenseur Adam Larson. Moi, je pense que New Jersey avait un besoin de ce joueur-là. Et puis, Edmonton avait un besoin au point de vue défenseur. Alors, les deux besoins sont comblés, mais c'est certain, moi, je crois qu'on a le meilleur joueur, oui. André Savard, c'est non seulement un ancien nordique, mais aussi un ancien rempart. Meilleur marqueur de l'histoire des Diables Rouges, on va retirer son chandail la saison prochaine. Originaire du Témiscamingue, André Savard est très honoré. Un souvenir qui a toujours resté, toujours demeuré. Et puis, c'est devenu ma ville. Québec est devenu ma ville. Et puis, j'ai toujours demeuré à Québec. Après mes séjours dans les autres villes, j'ai toujours une demeure à Québec. J'ai toujours apprécié la ville de Québec. J'ai toujours apprécié les partisans, les coéquipiers. Réal Cloutier et Guy Chouinard seront aussi honorés par les remparts la saison prochaine. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause à l'Esprit sportif, le départ de la Transat Québec-Saint-Malo. Le grand départ de la 9e Transat Québec-Saint-Malo, c'était hier. À l'heure où on se parle, les navires arriveraient dans la région de la Gaspésie. Une course aux eaux parfois imprévisibles. Voici le reportage de Valérie Chouinard. Québec-Saint-Malo, des équipages qui s'apprêtent à être en mer presque 10 jours, même des fois à 2 semaines. Qu'est-ce que ça représente? Un immense défi sportif. C'est le seul sport que je connais où les athlètes sont en action 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 7, 10, 14 jours, comme vous dites, à vivre un peu dans une machine à laver, complètement mouillée tout le temps, à manger de la nourriture déshydratée, réhydratée à l'eau chaude, et à travailler dans des conditions difficiles sur le Saint-Laurent, en Atlantique Nord et ensuite en Manche. Alors, c'est un exploit sportif assez particulier. C'est tout un défi qui attend ces marins-là. Oui, absolument. La Transat Québec-Saint-Malo a toujours été pour les marins un défi d'exception parce qu'il y a 3 courses dans la course. Il y a le fleuve Saint-Laurent qui a ses particularités, ses courants, ses marées, ses pièges aussi qui sont bien documentés depuis Jacques Cartier. La sortie du Saint-Laurent, donc Terre-Neuve et l'Atlantique, où là, il y a des portes de glace, il y a encore des icebergs qui descendent, il y a des pièges là aussi, et il y a des dépressions de l'Atlantique Nord. On sait qu'on est encore dans la période des ouragans. Les ouragans viennent mourir dans l'Atlantique Nord, alors ça peut aussi là, provoquer des difficultés. Et finalement, l'entrée en Manche vers Saint-Malo, où là, le trafic maritime, les courants, les marées viennent encore jouer dans les stratégies des différents équipages. Nous, on a fait aussi la régate ici, ça fait que c'était intéressant de les voir manœuvrer, puis de les voir changer les amures, donner la priorité du tribord amure contre le bâbord amure. Voyez-vous la différence, comme quoi c'est des professionnels? Est-ce que vous avez des choses à retenir d'eux? Oui, on voit que c'est des professionnels, ça passe vraiment serré, mais pour eux, ça passe. Extraordinaire. Vraiment, là, un départ de course que j'ai rarement vu, là, c'est vraiment super bien fait. C'est des pros, c'est des... Ouais, excitant d'être ici, vraiment. C'est le départ le plus spectaculaire qu'on ait eu. Oui, on a déjà eu des grands départs avec des grands bateaux, avec des spinnaker multicolores, etc. Mais aujourd'hui, pour les amateurs de courses de régate qui étaient ici, c'était quelque chose. Un départ au près. Donc, beaucoup plus compliqué parce qu'on doit virer de bord régulièrement. Il faut être très attentif. C'est beaucoup plus de travail pour les équipages. C'est beaucoup plus de tactique également. Et en plus de ce vent, bien évidemment, le courant qui peut jouer un petit peu. Alors, ce qui se passe dans un départ de course, c'est qu'on a une ligne imaginaire qui est très délimitée et on doit passer là-dedans. Et au moment où on entend le coup de pistolet qui donne le départ. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans la classe 40? C'est que 2 bateaux, on était sûr qu'ils avaient eu les honneurs de la ligne, comme on dit, qu'ils étaient passés les premiers, mais malheureusement, ils ont outrepassé la ligne, ils sont passés trop tôt. Alors, ces 2 bateaux-là ont été rappelés. Il y a Isabelle Yoske, la Française, et un autre Français, Armel Tripon. Et là, ils doivent refaire la bouée et repasser. Et
comble de malheur, Isabelle Yoska, elle a été rappelée une autre fois parce qu'elle n'est pas restée assez longtemps derrière la ligne. On n'a jamais vu ça. C'est quelque chose d'unique. Mais il y avait une grosse bagarre derrière également. Ça a été très spectaculaire. On a vu des bateaux ici sur le rivage. On pensait qu'ils allaient se toucher, mais c'était vraiment spectaculaire. Chez les multicoques, ça a été beaucoup plus tranquille, beaucoup plus prudent. Les multi-50 et les deux ultimes qu'on a ont des chances de battre de record. Le record date de 1996, 7 jours, 20 heures, Loïc Perron. Alors cette année, c'est assez certain qu'il va être battu parce que sur le plateau de la Québec-Saint-Malo, cette année, on a des bateaux ultimes. C'est la première fois qu'on a des bateaux de ce type-là. Le Spindrift, c'est le bateau, le trimaran, le plus grand trimaran au monde. C'est le record du tour du monde, c'est lui qui l'a. Alors, c'est certain que c'est un bateau rapide. On a retardé le départ, d'ailleurs, de mardi à mercredi, parce que si on les faisait partir mardi, les conditions météo faisaient qu'ils rattrapaient les bateaux trop rapidement. Québec-Saint-Malo, une fois aux 4 ans, est-ce que c'est suffisant? On pourra en faire aux 2 ans. On en prendra encore. Les joueurs de tennis canadiens ont plus que bien paru le week-end dernier lors des finales de Wimbledon à Londres. Le joueur de Québec, Félix Auger-Aliassime, était malheureusement éliminé en quart de finale en simple, mais disputait la finale en double chez les juniors. Auger-Aliassime, flanqué de Denis Shapovalov, ont offert une chaude lutte au Grec Stefano Tsitsipas et de l'Estonien Kenneth Resma, deuxième favori après les Canadiens. Shapovalov et Auger-Aliassime tentaient de devenir la première paire toute canadienne à gagner la compétition en double de Wimbledon après Sébastien Larreau et Sébastien Leblanc en 1990. Eugénie Bouchard avait remporté cette épreuve en 2011 et 2012, mais c'était avec deux partenaires américaines. Malheureusement, le duo canadien s'est incliné en 3 manches. Quelques heures auparavant, Denis Shapovalov remportait le tournoi junior en simple face à l'Australien Alex de Minaur, ce même de Minaur qui éliminait Auger-Aliassime en quart de finale dans les jours précédents. Du côté des seniors, le 7e meilleur tennisman au monde, le Canadien Milos Raonic, disputait la finale contre l'Anglais Andy Murray. Raonic avait la chance de marquer l'histoire du tennis en pouvant devenir le premier Canadien à gagner un tournoi du Grand Chelem. Malheureusement, Murray, le 2e au monde, se dressait contre son passage. Après 3 manches, le Britannique remporte la victoire devant les siens pour un 3e titre majeur et un 2e à Wimbledon. Partie remise pour Milos Raonic. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain, à l'émission, entre autres, on vous parle de deck hockey. Ici Jonathan Fournier, on se dit à demain. Ciao!